La Compagnie des poètes, par Manu Farine. Et c'est jusqu'à 16h. Philippe Lançon, Felipe Toupert, Florence Olivier, bonjour, bienvenue à tous les trois. De Nicanor Parra, on sait peu en France, trop peu, si ce n'est peut-être qu'il a forgé l'idée d'antipoème, qu'il est considéré en Amérique du Sud comme l'un des plus grands poètes du continent, qu'il est adulé évidemment au Chili, qu'il a obtenu en 2011, à l'âge de 97 ans, le très monumental et espagnol prix Cervantes. Une chose est sûre, sa longévité, il est mort à 103 ans, n'aura pas suffi à le faire entendre en France, puisqu'il aura fallu attendre, sous votre impulsion notamment, Felipe Toupert, 2017 pour que paraisse son œuvre aux éditions du Seuil, suivi cette année de la publication en poche des poèmes et antipoèmes, traduits par Bernard Potra, préfacés par vos soins, Philippe Lançon. Et il faudrait ajouter, je m'adresse aussi aux critiques littéraires et lecteurs admiratifs de Bolaño que vous êtes, Philippe Lançon, que Parra aura sans doute un peu bénéficié en France et ailleurs de l'enthousiasme constant avec lequel l'auteur des Détectives sauvages l'évoquait. Est-ce que pour votre part, d'ailleurs, Philippe Lançon, c'est par Bolaño que vous en venez à Parra ? Non. Et oui. Donc non, parce que en fait j'ai lu les poèmes et les antipoèmes. J'avais acheté une petite édition qui était de poche, Cathédra, qui est une couverture noire très classique en Espagne. Je pense que j'avais lu un article dans le journal, le quotidien espagnol El País, qui avait fait une série un été. Je passais mes étés en Espagne, c'était il y a 20-25 ans. Où ils avaient fait des séries avec des très beaux dessins caricaturaux d'un certain nombre de grands écrivains vivants ou morts, hispaniques, donc les uns latino-américains et les autres espagnols. Et je lisais ça en buvant mon café à la terrasse, comme on fait en Espagne le matin. Et je me souviens d'avoir lu un long papier, un long article sur Nicanor Parra. Et je crois qu'à cette époque-là, je suis sûr que je ne l'avais jamais lu et je ne suis pas certain d'en avoir alors entendu parler. Et donc j'ai trouvé dans une librairie les poèmes et antipoèmes, puisqu'il y en avait qui étaient cités dans l'article. Et cette petite édition qui était très courte, puisque une des caractéristiques très importantes quand même de ce poète dont on va parler, c'est que les poèmes et antipoèmes, c'est peu de poèmes et d'antipoèmes. C'est court et c'est évidemment volontaire. Il y a une volonté de casser un lyrisme, d'abord par la longueur qu'il peut avoir, en particulier évidemment quand on pense au Chili, à Pablo Neruda et à Pablo de Roca, qui étaient les deux des très grands poètes chiliens, que d'ailleurs Parra connaissait très bien. L'antagonisme doit être nuancé, voilà. Et donc j'ai lu ça, et puis après effectivement, une fois dans ma vie, comme journaliste, j'ai rencontré Roberto Bolaño, très peu de temps avant sa mort. J'ignorais absolument qu'il était malade. J'étais allé le voir parce qu'on publiait en France un de ses livres. Et j'étais allé le voir donc à Barcelone. Il vivait juste à côté de Barcelone. Et donc lui aussi m'a effectivement parlé de Parra. Et là, évidemment, je connaissais Parra. Et on a parlé, ce qui se passe souvent dans des entretiens très très longs comme ça. Mon souci, c'était de faire connaître, non pas Parra, mais Bolaño au lecteur français, qui ne le connaissait pas beaucoup. C'était en 2003, vraiment très peu de temps avant ça. C'était l'année de sa mort. Et donc, je me souviens de ne pas avoir évoqué dans l'article Parra, parce que dans ces cas-là, il y a un souci, entre guillemets, d'efficacité. Et donc, je me disais, déjà, faire connaître Bolaño, c'est très important. Si en plus, pour le faire connaître, je parle d'un poète que personne ne connaît, ça sera trop pour le lecteur qui lit un article comme ça en passant au mieux. Donc là, le lecteur de Libération. Et donc, en fait, mais par contre, m'est resté tout ce qu'il m'avait dit de Parra, effectivement l'importance qu'il avait eu pour lui. Et puis après, plus tard, je pense que Florence en parlera, dans un recueil qui a été publié chez Christian Bourgois, entre parenthèses, Bolaño a fait un texte où il parle de sa rencontre et il la métaphorise en même temps, qui est un très très beau texte, bref aussi, où il résume assez bien, par une série d'images, cette rencontre et donc ce qu'a pu représenter Parra pour lui. Voilà. Alors évidemment, on reviendra sur cette dette de Bolaño envers Parra, dette mutuelle peut-être, on reviendra là-dessus aussi, que vous évoquez évidemment, Florence Olivier, qui est spécialiste de littérature latino-américaine, dans votre essai paru aux éditions L'Harmattan, sous le roman La poésie, le défi de Roberto Bolaño. Mais on commence d'abord par là. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Alors c'est par Roberto Bolaño que le lecteur français aurait pu ou pourrait arriver à Nicanor Parra. On pourrait ajouter évidemment cette voix-ci, celle de Violeta Parra, sa petite sœur, plasticienne, qui tissait, peignait, sculptait, mais aussi chanteuse, sans doute l'une des plus populaires du Chili, qui interprète ici son fort célèbre, je m'en excuse, Gracias a la vida, gravé en 66, un an avant son suicide, et qui vécut d'ailleurs et enregistra un album en France. C'est vous, Felipe Toupert, qui avez demandé à l'entendre. Qu'est-ce qu'une telle voix peut bien représenter pour un Chilien? Et faudrait-il ajouter pour un poète chilien de votre génération? Disons que c'est la voix la plus profonde du Chili, je crois, si on peut dire, qui trace une histoire qui va bien au-delà d'elle-même. Et le fait que le lien qu'elle avait avec Nicanor Parra, c'était extraordinaire et qui ont marqué tous les deux, chacun à sa façon. Autant la poésie populaire, le folklore, que, je peux dire, l'homme de la rue. La proximité qu'avait Violeta avec le peuple chilien, c'était pas une histoire de façade. Elle venait comme Nicanor, du fond du sud du Chili. Ils viennent d'une famille de frères et sœurs, des parents extraordinaire qui était c'est une famille de saltimbanques. Des parents rabelaisiens, disait Bolaño encore lui. Ouais. Ouais. Et on peut dire que la relation de Nicanor Parra et Violeta Parra, c'est un cas aussi extraordinaire. Nicanor, quand il faisait référence à Violeta Parra, il parlait des champs morphogénétiques pour expliquer que le phénomène de leur histoire de communication qui date depuis la plus jeune enfance se traduisait par une entente qui n'avait pas besoin forcément du langage. Violeta Parra, elle disait qu'elle était Nicanor Parra. Que sans Nicanor, il n'y avait pas de Violeta Parra. C'est textuellement ce qu'elle a dit. Ça vous fait sourire, Florence Olivier? Oui, ça me fait sourire. Je pensais à Bolaño, serait-il Bolaño sans Nicanor Parra? Bon, de toute façon, cette identification, et j'ai l'impression que Parra, le poète, Nicanor, c'est pour des générations de poètes chiliens qui ont suivi, donc Felipe Toupert, ici présent, en fait partie, et donc pour Bolaño, bien sûr, une sorte de terrain irrigué, comme s'il y avait des petits ruisseaux qui coulaient sur ce terrain, peut-être en pente, peut-être sur les Andes, on ne sait pas trop. Et de là, vient une fraîcheur, en fait, une refondation, en tout cas un désir de refondation dans cette poésie chilienne où il y avait d'autres grandes voix et évidemment que si Violeta, depuis la poésie populaire, la tradition familiale, c'est ménestrel, c'est saltimbanque, ce sont des ménestrels. Ils étaient tous plus ou moins musiciens quand même dans la famille. Je veux dire, même si sa mère était couturière, par ailleurs elle chantait beaucoup, tout le temps. Voilà. C'était son père surtout. Le père. Il était un grand guitariste et violoniste. Mm-hmm. Et instituteur. Donc en fait, il y a cette revendication aussi des ménestrels. Aussi bien chez Parra, peut-être à sa façon, différemment, que chez Bolaño, où il parle de Minnesänger, entre autres, et puis des troubadours, évidemment, dans sa poésie. Alors, Felipe Toupert, vous avez évoqué donc cette famille particulière, famille un peu bohème, donc de Parra qui naît au fin fond donc du sud du Chili, mais qui finit par arriver à Santiago dans les années 30, où il a poursuivi des études
de physique et de mathématiques, ce qui n'est pas sans importance du tout. Et puis c'est là qu'il va écrire aussi ses premiers poèmes, publier un premier recueil, c'est en 1937, sous grande influence de Lorca, un texte d'ailleurs, un recueil qui va renier par la suite, longtemps. Et dans les années 30, l'un des héros, c'est lui. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Alors évidemment, ça n'est pas la voix de Parra qu'on vient d'entendre, vous l'aurez reconnu, c'est la voix de Neruda disant le poème Corps de femme, corps de femme, blanche colline, cuisse blanche, l'attitude du don te rend pareil au monde, mon cœur de laboureur sauvage de son soc a fait jaillir le fils du profond de la terre, je fus comme un tunnel déserté des oiseaux, la nuit m'envahissait de toute sa puissance, pour survivre j'ai dû te forger comme une arme, et tu es la flèche à mon arc, tu es la pierre dans ma fronde. Je mettrai en ligne la totalité de la traduction. Une voix donc extrêmement lyrique. Ça, c'est un poème daté de 1924. Qu'est-ce qui, déjà, dans la lecture, la musique, suffit à en faire, comme vous le dites, Philippe Lançon, l'opposé de Parra? Simplement. L'opposé, autant. disons que il faut bien comprendre pour les lecteurs français et les jeunes auditeurs maintenant aussi, que ce qu'a représenté Pablo Neruda, non seulement au Chili, bien sûr, mais dans toute l'Amérique latine, et même au-delà de ça. Et donc c'est, alors vraiment, vous savez, il y avait une expression de Raymond Queneau, le poète, comme poète le klaxon, et il était le poète, comme a pu l'être Aragon, d'ailleurs qui était son ami ouais, et qui aurait pu lire ses propres poèmes à peu près avec la même emphase que celle qu'on vient d'entendre, qui correspond d'ailleurs assez bien au vers qu'on entendait, qu'on écoutait. Donc il était véritablement, qu'est-ce que ça voulait dire le poète à ce moment-là? C'était le démiurge. Et dans le cas de Neruda, avec ses odes, alors il a développé ça, une extraordinaire rhétorique de la création, le poète faisant littéralement concurrence à Dieu. Que Dieu existe ou pas, peu importe, le poète lui existait, il était en place, il était la montagne, il était la mer. Il faut voir le Chili, cette grande colonne vertébrale minérale, avec ses hauts sommets et puis cette mer partout. Et voilà, il y avait cette espèce d'immense vertèbre poétique qui était Pablo Neruda. Dans ce pays où il y avait aussi, donc il y a eu où il y avait Pablo de Roca, comme j'ai dit, et Gabriela Mistral, donc deux prix Nobel de littérature quand même. Donc Neruda et Gabriela Mistral pour ce pays lointain, en tout cas pour la France. Si vous voulez, quand Nicanor Parra écrit... Qui est plus jeune, qui est plus jeune de 10 ans. Écrit ses poèmes et antipoèmes, donc qui paraissent en 54, si je me souviens bien. D'abord, il faut quand même opposer, oui, mais il faut quand même comprendre que Neruda les a lus, il lui a lu ses poèmes avant de les publier, donc Neruda a contribué malgré tout à lui mettre le pied à l'étrier. Je crois qu'il lui a dit, Neruda, si tu comptes faire un livre entier avec ces poèmes-là, il ne va rien rester debout. Oui, il lui a dit ça, mais il lui a dit aussi autre chose. Alors c'est compliqué, vous voyez, les rivalités. Mais ce qui est certain, c'est que Parra arrive dans ce contexte où, à travers Neruda, mais donc pas seulement Neruda, la poésie s'écrit dans le ciel. Et voyez, et le ciel tombe, voilà, comme une espèce de lueur, vous savez, dans les tableaux italiens, là, boum, ce truc qui tombe du ciel. Et c'est le poète qui à la fois crée la lumière et dirige le projecteur. Ouais. Et donc, vous voyez, il y a dans un célèbre poème de Parra, Avertissement au lecteur, dont on parlera, qui, à un moment donné, il dit ça, car selon ma façon de voir, le ciel est en train de tomber en ruine. Et donc, la poésie de Parra, à la fois, comme je le disais, opère une réduction rhétorique très très forte, fait rentrer
un langage qui n'est plus du tout le langage poétique. C'est-à-dire, il utilise des mots quotidiens, des mots de tous les jours. On l'entendra dans ses poèmes. Et il utilise aussi un certain ton sarcastique qui vient là aussi dégonfler un peu la baudruche poétique qu'il pouvait admirer par ailleurs, hein, parce que vous voyez, les choses sont pas aussi... on ne peut bien se placer par rapport à un poète de la taille de Neruda et des autres que parce qu'on les a beaucoup lus et beaucoup aimés, hein, et parce qu'on les aime encore d'une certaine façon. Et donc il arrive avec ses poèmes et antipoèmes. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de laisser la parole à mes amis, c'est, il faut bien comprendre, poème et antipoème, c'est comme un miroir. C'est-à-dire que poème, c'est le poète qui se regarde dans un miroir, et dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit? L'antipoème, qui est finalement, comme on se voit dans un miroir, tout à coup on ouvre les yeux et on voit qu'on a un bouton sur le nez, des poils dans les oreilles, il nous manque une dent, etc. Et c'est avec ça qu'on va faire aussi de la poésie. Hein, et c'est ce que Parra va faire, un monde où le ciel est tombé en ruine et où les hommes sont ce qu'ils sont, dans un jardin public, dans un bureau, dans la rue. Et c'est avec ça qu'on va faire la nouvelle poésie. Felipe Toupert? Non, simplement, c'est-à-dire sur l'histoire de Parra et Neruda, c'est vraiment un roman tout entier qu'il faudrait développer parce que il y a énormément de rebondissements. C'est effectivement un rapport d'admiration mutuelle absolue. Qui déjà c'est Neruda qui a préfacé la première édition de Poemas et Antipoemas en disant que ce poète il allait devant lui tout l'avenir de l'humanité. Et puis après, ce qui est intéressant effectivement, comme disait Philippe, c'est comment Parra, après un silence de 17 ans entre son premier livre Cancionero sin nombre et puis Poemas et Antipoemas édité en tant que livre. Il se passe 17 ans parce que il a mis un temps fou pour pouvoir dégager des directions, diverses directions, pas une seule, et qui l'ont amené qui l'ont fait aboutir à Poemas y Antipoemas. Enfin, on en écoute un. Un cura sin saber cómo llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, a abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno. Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos. Un curé, sans savoir comment, arriva aux portes du ciel, heurta le marteau de bronze, et Saint-Pierre vint lui ouvrir. « Si tu ne me laisses pas entrer, je te coupe les chrysanthèmes. » Le saint répondit d'une voix qui ressemblait au tonnerre. « Retire-toi de ma vue, cheval de mauvais augure, on n'achète pas Jésus-Christ avec des vœux ni des sous, et on ne vient pas à ses pieds avec des dictons marins. Ici, on n'a pas besoin de l'éclat de ton squelette pour agrémenter le bal, de Dieu et de ses adeptes. Chez les hommes, tu as vécu de la terreur des malades, vendant des fausses médailles et des croix de cimetière. Quand tous les autres mordaient un misérable pain de son, toi tu t'emplissais la panse à coups de viande et de frais. L'araignée de la luxure dans ton corps s'est multipliée, parapluie dégoûtant le sang, chauve-souris de l'enfer. Puis une porte claqua, un éclair zébra le ciel et les corridors tremblèrent, sur quoi l'âme sans respect, du frocard à la renverse, roula au trou des enfers. Ce poème-ci, qui s'appelle « Le désordre du ciel », donc un extrait de ces fameux poèmes antipoèmes, parus
en 54. Peut-être un mot, justement, par rapport à Neruda qu'on a entendu tout à l'heure, sur cette voix qui est celle de Parra, et il a donné beaucoup de lectures. On a beaucoup d'archives et d'interviews aussi, d'ailleurs, d'entretiens assez remarquables, il faut bien le dire. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur Internet. J'engage tout le monde à les écouter, parce qu'il y a vraiment des choses formidables. Qu'est-ce que vous entendez dans cette voix-là, Felipe Toupert? Une voix, on va dire, cristalline. La voix de Neruda qui est extrêmement personnalisée. Je ne sais pas s'il a été travaillé, forgé, ou c'est venu comme ça. Mais cette voix gutturale, nasale de Neruda, elle s'est imposée partout. Et la voix de Parra, elle est tout à fait normalisée, on va dire. Il n'y a pas d'emphase. Et ce qui est intéressant, justement, dans le poème qui a été lu par Neruda, c'est une marque d'une totale différence. La Vivora, la vipère, un des poèmes les plus emblématiques des antipoèmes, c'est exactement l'image et la dynamique amoureuse opposée à celle de Neruda. La place de la femme, la place de l'homme, tout se passe dans des lieux publics, tout est ridiculisé, tout va vers la frustration, tandis que Neruda, tout va vers l'ouverture céleste. Alors dans ces poèmes et antipoèmes, donc des vers libres, une syntaxe pour le moins souple, incorrecte même parfois, une langue orale, prosaïque, parfois crue, violente, sarcastique, pleine d'ironie, parfois pleine de rage aussi, de grimaces, d'autodérision. Un brouillard nerveux, dites-vous, Philippe Lançon. C'est un petit peu ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure. Et pour autant, ce terme d'anti-poème et d'anti-poésie à vous lire, en tout cas Felipe Toupert, on a le sentiment que le terme vous encombre un petit peu, ou est un petit peu encombrant, ou peut-être l'a été aussi pour lui, pour Parra, qui en est devenu une sorte de promoteur, peut-être malgré lui parfois, au point même que l'antipoème a fait modèle, d'une certaine façon, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme-là? De quoi parle-t-on quand on parle d'antipoème? C'est-à-dire que poème et antipoème, c'est un accident. C'était pas un livre qui a été volontairement créé de la sorte. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire qu'on pourra la raconter tout à l'heure peut-être. Le terme antipoème, lui, il avait déjà commencé, il était très engagé dans l'écriture de ces textes antipoétiques à Oxford, lorsqu'il a trouvé par hasard dans une vitrine un titre d'un livre d'un poète français, Pichette, qui s'appelait Apoèmes. Et lui, il était complètement frappé. Il s'est dit, c'est ridicule, c'est pas le bon. Il aurait dû dire antipoémas. Mais il a bien compris après la sortie que antipoémas l'allait faire devenir l'antipoète par excellence. Et c'est devenu son image de marque absolue. Dans la langue espagnole, personne ne peut parler d'antipoète à côté de Parra. Philippe Lançon, qu'est-ce que ce que vous appelez, vous, son sarcasme métaphysique qui viendrait démolir en premier lieu, puisqu'on parle d'antipoème? Lui, il parlait alors peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus aussi, mais il raconte bien comment, durant cette période de crise, il a réfléchi à une issue possible, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de ce qu'on pouvait écrire et entendre dans les années 30. Et donc, lui va relever que cette raideur de la poésie, il va la dater à partir de la Renaissance, et donc commencer à s'intéresser à ce qui se passait avant, c'est-à-dire à la poésie médiévale, qui va relier évidemment ensuite à ce qu'il entend dans la rue, c'est-à-dire à ce qui se trouvait sous son nez, comme il le dit. Qu'est-ce que donc que ce sarcasme métaphysique? D'une part, on l'entendait bien, là, je te coupe les chrysanthèmes, il coupe l'accès à l'au-delà. L'au-delà, c'est pas forcément Dieu, c'est tout un appareil rhétorique, psychique, religieux ou non religieux, qui fait que l'homme est en quelque sorte tutoie les anges, etc., et est avec les éléments. Donc ça, c'est déjà, il le remet en cause implicitement. Et d'autre part, un changement profond qu'on entendait très bien si on compare La Vipère dont parlait Felipe et le poème de Neruda qui célèbre l'érotisme et l'amour féminin à la subjectivité. C'est-à-dire que quand Neruda célèbre la femme comme il le fait, évidemment il se célèbre aussi comme amant.
de cette femme, qui la regarde d'une certaine façon. Tandis que si on prend, je vais juste lire un petit passage de La Vipère dont parlait Philippe, ça commence comme ça. Pendant des années, j'ai été condamné à adorer une femme méprisable, à me sacrifier pour elle, à souffrir des humiliations, des risées innombrables, à travailler jour et nuit pour l'alimenter, l'habiller, à mener à bien des délits, à commettre des fautes et des petits larcins au clair de lune. Donc vous voyez, il y a un petit un petit éclat d'au-delà et de subjectivité conquérante et narcissique qui reste là avec ce petit clair de lune au bout. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sorte de petits fonctionnaires plus ou moins criminels ou délinquants qui mènent une vie grise pour nourrir, comme un bébé, une femme, etc. Vous voyez, donc il y a quelque chose... Parra disait que c'était l'antipoète. Oui, l'amant, là, c'est l'antipoète. Oui, voilà, c'est ça. Donc il est pris, vous voyez, c'est le vers de la forgue que la vie est quotidienne. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ça. Et d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que si on est en France... Ce que fait Parra en partie à ce moment-là dans la langue espagnole et au Chili, c'est ce qu'avait fait à la fin du 19e des poètes comme Laforgue et aussi évidemment Rimbaud. Et Rimbaud, si vous voulez, un poète qui est ce que dit le poète à propos des fleurs, où il casse toute la rhétorique du 19e siècle sur les fleurs, qui sont des éléments... poétique et métaphorique dans lequel se reflète le poète, le regard du poète, etc. Et Rimbaud arrive à 20 ans, même pas 20 ans là, et il écrit ce poète extraordinairement sarcastique, où les lys, c'est clistère d'extase, expression fameuse, que Parra aurait pu, à mon avis, employer, et qu'il emploie d'une autre façon. C'est-à-dire, on est dans un autre pays, dans une autre langue, avec une autre histoire, vous voyez. Mais c'est bien ça, il s'agit de... Et après, je pense qu'on en parlera avec Bolaño, parce que il s'agit de continuer à faire de la poésie. Parce que les liens, on pourrait les prolonger, parce que même pour Laforgue et tout ça, il y aurait de quoi revenir à Bolaño aussi par tous ceux que vous êtes en train de citer. Il s'agit de continuer à être enchanté et à faire de la poésie dans un champ de ruines. Vous voyez, et ce qui est très important, et Bolaño, ça va être la même chose avec le récit, c'est-à-dire comment continuer à être un formidable narrateur dans un monde où on peut plus la raconter comme on le faisait jusqu'ici. Et c'est là qu'on voit bien ce rapport entre les deux. C'est aussi une façon de dynamiter, au fond, la frontière entre le poème et le récit, chez Parra, comme ça sera le cas aussi chez Bolaño. Bien sûr. Mais alors, je pourrais parler un peu longuement sur cette manière d'arriver, de marier, d'hybrider la poésie, le dire poétique et le narratif, déjà dans les poèmes de Bolaño, d'abord, même en vers, ils sont narratifs dans la jeunesse de Bolaño. Je parle de la poésie, en partant de la poésie. Et bon, progressivement, il y a une sorte de destruction ou une manière de miner le lyrisme du jeu, ce lyrisme emphatique, à nouveau, de le détruire, de le sabrer, de s'amuser avec aussi, que va pratiquer Bolaño jusqu'à l'écriture finalement narrative de récits et de romans extrêmement complexes et protéiformes. Mais je voudrais quand même parler d'une petite nouvelle qui se trouve dans Des putains meurtrières, putas assassinas, qui met très très bien en scène la récit de formation du jeune poète Bolaño. Donc il revient sur sa formation en 59 points, en 59 phrases, extrêmement rythmiques, qui s'appelle Carnet de balles, et où précisément ce jeune poète égaré d'abord du côté de Neruda, qui argue auprès de Alejandro Jodorowsky, qu'il a rencontré au Mexique, donc Jodorowsky, que Neruda est le plus grand poète chilien, donc il a 17 ans, le jeune Bolaño là. Toujours 17 ans comme Rimbaud, toujours 17 ans, le figure du poète juvénile. Mais bon, donc ne parvenant pas à convaincre, c'est ce qu'a raconté Jodorowsky, il entend Jodorowsky se réclamer évidemment de Parra et désigner Parra comme le plus grand des poètes chiliens. Et donc tout le récit en 69 phrases, qui est éblouissant, et qui est écrit déjà dans la maturité de Bolaño, met en place cette légende de l'opposition où il y aurait Antifoné, d'un côté Neruda, Antifoné, de l'autre côté Parra. Mais bon, au départ, il marque que dans le milieu mexicain de l'époque, des tout jeunes poètes, il y avait deux camps. Les nérudiens d'un côté et les
dévots de César Vallejo, les vallejiens, de l'autre. Et que lui se retrouve finalement en parien. Parien, et donc je ne veux pas faire de jeu de mots lacanien sur parien, mais je ne suis pas rien, je suis rien, c'est cette poésie qui joue de la gratuité, et un des vers un des poèmes qui cite le plus volontiers de Parra, c'est une anecdote presque zen sur la gratuité précisément, qui est traire une vache, puis lui jeter son lait par-dessus la tête. Voilà ce que cite Bolaño de Parra. En tout cas, pour Carnet de bal, on s'amuse beaucoup en lisant une figure grotesque de Neruda qui apparaît en rêve après Staline au jeune poète. Et à la fin, évidemment, la condamnation terrifiante. Mais des jeunes poètes chiliens, c'est de toujours devoir revenir à Neruda en se traînant et en se prosternant, les genoux sanglants devant cette figure imposante dont on ne peut se défaire, dont on ne peut s'arracher, on peut le malmener. Oui, parce que Bolaño aura des mots infiniment plus durs que ceux de Parra à l'égard de Neruda. Bien sûr. Philippe Lançon. Oui, mais et le fait est, je sais pas c'est Felipe qui pourrait en parler aussi, mais la fin tragique de Neruda, avec une de ses maisons mise à sac par les nervis de Pinochet, et l'enterrement qui est quand même de Neruda qui a été filmé, qui est un moment extraordinairement émouvant. Oui. Je veux dire, oui. La trajectoire politique de Neruda, qui est donc effectivement liée au Parti communiste, à Staline, etc., mais qui est un personnage évidemment beaucoup plus complexe et distant de ça, fait que il est difficile de sortir de Neruda, parce que ce n'est pas que c'est ses poèmes, et c'est une longue vie poétique, avec des poèmes quand même tout à fait extraordinaires, Résidence sur la Terre, il y a beaucoup de choses vraiment très belles, et ce parcours politique. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Parra, lui, a survécu, parce que Neruda est mort en 73, donc l'année du coup d'État de Pinochet. Et peu après. Mais c'est le rapport aussi que disait Philippe avec le Chili, c'est-à-dire ce moment extrêmement dramatique où il y a l'enterrement de Neruda. C'est effectivement, quand on voit les images, vous les regardez, c'est une déchirure indescriptible, parce que là, on le voit en vie, et c'est le poète lui-même que 10 jours après le coup d'État. Et les gens qui le suivent, cet enterrement, qui sont dans le cortège, sont des gens courageux, parce qu'ils sont filmés et ils sont identifiés par la police et les militaires. Donc c'est vraiment, ça tire les larmes quand on voit ça encore aujourd'hui. C'est très dramatique. Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine. Alors pour entrer justement dans la langue de Parra, qui est un peu particulière, donc on parlait de la figure du poète. Le poète chez Parra, c'est aussi celui qui, par exemple, un jour dans un parc rencontre un ange, et donc il dit il m'a donné la main, je lui ai pris le pied. Il faut voir, messieurs, comme un ange est fait. J'imagine que tout est là aussi. Et Parra qui parlait de son rejet de ce qu'il appelait, lui, de la poésie en costume-cravate, ou de la poésie courtisane. Si on garde cette métaphore-là, et Dieu sait qu'il avait du mal avec la métaphore, Parra, si on file cette métaphore-là de la poésie en costume-cravate, qu'est-ce qu'il faudrait dire de la sienne, Philippe Lançon ? Écoutez, je vais vous répondre en lisant et en traduisant un poème qu'il a écrit plus tard, qui s'appelle « Je retire tout ce que j'ai dit ». Je pense que ça en dit plus long, à la fois sur ce qu'est le poète pour lui et ce qu'il en reste après le passage au décapant, en quelque sorte. Donc il dit « Je me retracto de todo lo dicho », ça veut dire « oui, je retire tout ce que j'ai dit ». Antes de despedirme, avant de partir, tengo derecho a un último deseo, j'ai le droit à un dernier souhait. Generoso lector, lecteur généraux, quema este libro, brûle ce livre. No representa lo que quise decir, il ne représente pas ce que j'ai voulu dire. A pesar de que fue escrito con sangre, en dépit du fait qu'il a été écrit avec du sang. No representa lo que quise decir, il répète, il ne représente pas ce que j'ai voulu dire. Ma situation ne peut pas être plus triste.
j'ai été défait par ma propre ombre. Las palabras se vengaron de mí. Les mots se sont vengés de moi. Perdóname, lector, amistoso lector. Pardonne-moi, lecteur, lecteur amical. Et là, il y a presque une parodie de la manière dont Neruda pourrait s'adresser au lecteur. Que no me pueda despedir de ti, que je ne puisse pas te dire au revoir, con un abrazo fiel, avec une étreinte fidèle. Me despido de ti, con una triste sonrisa forzada. Je te dis au revoir avec un sourire triste et forcé, contraint. Et la dernière strophe, puede que yo no sea más que eso. Il se peut que je ne sois rien de plus que ça. Pero oye mi última palabra. Mais écoute mes derniers mots. Me retracto de todo lo dicho. Je retire tout ce que j'ai dit. Con la mayor amargura del mundo. Me retracto de todo lo dicho. Avec la plus grande amertume du monde. Je retire tout ce que j'ai dit. Et c'est un poème à la fois... Je trouve qu'il y a tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a le rapport à sa propre image, qui, à ce moment-là, est installé, puisque c'est un poème qui date vraiment de beaucoup plus tard. Il y a l'ironie et le vis-à-vis de lui-même et de son temps, et en même temps, c'est déchirant. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité encore d'un lyrisme, qui est un lyrisme de la lucidité exposée, et du fait que le poète ne peut pas se payer de mots, et doit faire de la poésie avec le fait qu'il ne peut plus se payer de mots. Et en se regardant bien en face dans le miroir, et dans ce miroir très spécifique pour un écrivain, qu'est le lecteur. Donc je trouve que c'est véritablement un poème qui, pour moi, résume l'art poétique et peut-être l'art de vivre de Parra, tel qu'il s'est exposé. Et qui met en scène donc le poète en anti-héros, clairement, en tout cas depuis les anti-poèmes. Et effectivement, comme vous venez de le montrer, enfin de le lire, en tout cas, Philippe Lançon, cette question de l'adresse au lecteur, qui est très très présent dans la poésie de Parra. Il s'adresse beaucoup aux lecteurs, messieurs, beaucoup dans de nombreux poèmes. Et donc il y a le fameux avertissement au lecteur que vous avez évoqué tout à l'heure, où il commence en disant « L'auteur ne répond pas des désagréments que pourraient occasionner ses écrits. À son grand regret, le lecteur devra toujours se tenir pour satisfait. » Et un peu plus loin, « À quoi bon déranger le public, se demanderont mes amis lecteurs, si l'auteur lui-même est le premier à discréditer ses écrits. » Donc on en revient à ce que vous venez de nous lire. « Que peut-on attendre ? Attention, je ne discrédite rien, ou plus exactement, j'exalte mon point de vue. Je me vante de mes limites, je porte au nu mes créations. Les oiseaux d'Aristophane enterraient dans leur propre tête les cadavres de leurs parents. Chaque oiseau était un vrai cimetière volant. Selon ma façon de voir, l'heure est venue de moderniser cette cérémonie, et j'enterre mes plumes dans la tête de ces messieurs les lecteurs. » Ou dans le cul, ajoutez-vous, Philippe Lançon. C'est la faiblesse du critique par rapport au poète, c'est-à-dire que ou dans le cul, on l'entend résonner très fort, mais évidemment, lui a l'élégance de ne pas le dire. Mais il est certain qu'il change le sens et la forme, surtout, de la cérémonie poétique. On en revient, Philippe Toupert, à la langue, à cette question de la langue. Vous êtes également partie prenante, alors l'anthologie qui est parue en 2017, ainsi que les poèmes et antipoèmes qui figurent d'ailleurs évidemment dans l'anthologie, ont été traduits, les poèmes de Parra ont été traduits par Bernard Potra, avec votre collaboration, avec votre secours. La langue de Parra est pleine alors on l'a entendu déjà, mais est pleine de souplesse syntaxique, mais aussi de vocabulaire hybride, puisqu'il puise dans différents registres de langage, y compris dans celui de la rue. Beaucoup de jeux de mots aussi, de double sens. Donc j'imagine que c'est ça qui, en premier lieu, fait obstacle à la traduction. Il faut dire que Bernard Potra, c'est un traducteur très chevronné qui maîtrise la prosodie parfaitement bien et qui a fait un énorme voyage dans ses traductions, puisque il a mis une vingtaine d'années à le faire. Mais la source immédiate de Parra, c'est la langue de tous les jours. Et il dit que l'endécasyllabe, il est proprement le système de parler chilien à la perfection. Et il s'amuse énormément à dire toutes les phrasés qui sont toutes dites en décasyllabe. Il dit, moi je ne fais rien d'autre qu'enregistrer ce que j'entends.
Et il va prendre de partout, autant dans le journalisme, dans les actes administratifs, la langue qui est vivante. Cela crée des difficultés énormes, évidemment, pour un traducteur, de pouvoir rendre l'appareil dans une autre langue. C'est-à-dire que la langue parlée chilienne qui est extrêmement rusée, puisque une des choses qui est remarquable pour Parra, c'est qu'il lui a rendu l'humour à la poésie. Et il a repris ce rapport qu'ont les Chiliens, et pas seulement les Chiliens, mais pour pouvoir se protéger de l'adversité, il n'a qu'à rire. Donc la traduction, c'est un pari extrêmement difficile. Traduire les mots de la tribu. Traduire les mots de la tribu. Ouais. En 2 mots, pardon, de la tribu. Oui. Mais c'est ce qu'il disait, lui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là, par mot de la tribu? De son entourage, de ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est, ça c'est un autre sujet. Mais, dans ce cas, c'est évidemment ce qu'il a, d'où il vient et où il vit. Alors de lui-même, il disait, alors ça c'est un poème qui se trouve donc dans les poèmes et antipoèmes, bien titré, bien nommé Épitaphe. De taille moyenne, la voix ni mince ni grosse, fils aîné d'un instituteur et d'une couturière d'arrière-boutique, maigre de naissance et pourtant dévot de la bonne table, les joues creuses et les oreilles plutôt abondantes, un visage carré où les yeux s'ouvrent à peine, où un nez de boxeur mulâtre surmonte une bouche d'idole aztèque, tout cela baigné d'une lumière entre ironique et perfide, ni très malin, ni complètement idiot, je fus ce que je fus, un mélange de vinaigre et d'huile de table, une charcutaille d'ange et de bête, toujours dans la traduction de Bernard Potra. Vous voulez bien nous le lire? Epitafio, de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato, baja a la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni muy tonto de remate. Fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Parra, à plusieurs reprises et à divers moments de son très longue œuvre, il a travaillé avec des autoportraits fascinantes. Il y a un autoportrait d'ailleurs aussi dans les poèmes et antipoèmes. Et qui désacralise évidemment à l'absolu toute idée de héros. On l'entend dans le dernier vers, un embutido de ángel y bestia, parce que donc il y a l'ange et la bête, donc il y a vraiment il reste 2 mots du lyrisme qui opposent, et puis embutido qui est vraiment le mot le plus commun. Un des mots les plus communs de la langue espagnole, c'est effectivement la charcutaille, comme dit Bernard, qu'on mange. Enfin, c'est les jambons, les saucissons, tout ce qu'on mange dans les tavernes, les bars, etc. Les boudins, c'est tout ça. Et donc, alors vraiment, accoler ce mot à la rhétorique de l'ange et la bête, c'est très. On voit à la fois, on voit très bien ce qu'il veut dire, et en même temps, l'ange et la bête, il en reste plus grand chose. Felipe Etouper, c'est ce mélange de vinaigre et d'huile de table, où justement cette charcutaille d'ange et de bête que vous avez rencontré, vous êtes allé le voir finalement, pour que enfin puisse paraître l'anthologie et le livre en format poche qui a suivi.
Vous êtes allé le rencontrer, la peur au ventre, dites-vous, mais vous êtes allé le rencontrer. Oui. Oui. En fait, parce que c'est ce que j'ai expliqué, que tous les gens que je connaissais, qui connaissaient Parra, je l'avais connu il y avait longtemps, mais ils ne se rappelaient certainement pas de moi. Et ils ont raconté des histoires impressionnantes, comme si leur vie avait changé après d'avoir été avec Parra. Et j'ai dû aller les voir, en effet, parce que l'histoire, ça peut en racontant brièvement le rapport de Parra et la France. Si Parra n'a été publié jusqu'à 2017, c'est pas une histoire de hasard, c'est pas un simple accident d'agenda. C'est que Parra, en étant un poète qui provoque des conflits très concrets dans la guérilla littéraire, et notamment avec Neruda à l'époque, il a failli d'être reçu par Gallimard pour ses antipoèmes, poèmes et antipoèmes, en 63. Et il venait de la Russie avec une lettre dans la poche de Simone de Beauvoir qui lui a dit il faut absolument, ils ont eu un très bon rapport, il faut absolument que tu sois publié par Gallimard, personne d'autre. Donc il arrive, lui, et il se pointe chez Gallimard. Un jour, il venait pour voir sa sœur, Violetta Parra, qui était là. Il se pointe un jour, 2 jours avant son départ, avec l'idée qu'il va rencontrer Gallimard. Évidemment, à l'entrée, la dame lui dit, mais monsieur, il faut 3 mois d'avance pour essayer de concocter un rendez-vous. Et il sort la lettre de Simone de Beauvoir, tout ça, ce que lui me racontait. Et à ce moment-là, le visage de la dame change complètement. Il lui dit, attendez, asseyez-vous s'il vous plaît, etc. Et il a rajouté, quand il m'a raconté ça, il m'a rajouté, parce qu'à l'époque, au moins, on était traités comme des métèques, nous, là-bas. Hein. Et puis, longtemps après, il reçoit une lettre, comme quoi, magnifique lettre, il m'a expliqué que à la fin, il lui disait que tout ça, ils sont très intéressés à le publier, et que par contre, dans le tel que pratiqué chez eux, l'auteur doit payer la traduction. Donc, il a fait un geste comme ça, il a ouvert le main, il a dit, et voilà, c'est fini Gallimard pour moi. Et donc, je suis allé les voir, et c'est toutes les personnes qui l'ont rencontré, et Bolaño, c'est un des témoins les plus magnifiques, parce qu'il est d'une concision pour parler de ses rencontres avec Parra, et comment il a été complètement bouleversé, malgré que lui, il devenait déjà un personnage de premier plan. Mais c'est comme un enfant qui va regarder son grand maître, aller voir. Et donc, je suis allé le voir pour le convaincre, essayer de le convaincre, parce que la mythologie dit qu'à un moment donné, il a dit, pour moi, la France est finie. Elle a toujours eu des rapports très ambigus avec la France. Il a fait des détours énormes pour parler justement de la poésie française à travers T.S. Eliot, qui était un grand lecteur de la Forgue. Bon, bref, il y a plein de détours. Mais c'était pas du tout difficile à le convaincre. Je suis arrivé avec le livre de César Vallejo, qui avait publié la collection du XXIe siècle aussi. Et lui, de ce plus grand poète. On devait rester 1 heure, on est resté entre 5 et 6 heures. Et j'étais absolument plus qu'ébloui, quoi. C'était un jeu permanent d'intelligence, de savoir. Et moi, je me suis senti comme si j'étais le premier ami de Parra. Et il fait ça avec tout le monde. Puisque vous évoquez, Felipe Toupert, justement, Bolaño, quand Bolaño dit de façon comme ça très définitive et forte « je lui dois tout », en parlant de Parra, est-ce qu'il faut le croire, Florence Olivier ? Il lui doit beaucoup, sans doute, mais enfin, il doit à tant d'écrivains, dans tant de langues. Alors, qu'est-ce qu'il devrait à Parra ? Eh bien, précisément, la fermeté dans un exemple chilien de la résistance à la tentation du lyrisme ou à l'imposition du lyrisme par certains poètes engagés de l'époque. Donc, il y a un texte, je pourrais peut-être relire ce poème de Bolaño que je vais traduire, qui explique bien cette prise de position. Donc, il doit beaucoup à Parra, il lui rend hommage un peu partout. En fait, il y a dans son livre, entre parenthèses, qui est un ensemble de critiques, vraiment 2 figures qui se détachent et qui sont partout, qui se promènent partout dans les textes de ce recueil, entre parenthèses. C'est Jorge Luis Borges et Nicanor Parra. Ce sont les 2 figures vraiment masculines, là, parentales, on va dire, du poète et du romancier. Et alors, je vais lire ce petit poème, si vous voulez bien. Avec plaisir.
Donc c'est un poème qui a été écrit entre 79 et 80. Bolaño venait d'arriver à Barcelone. Ceci est la pure vérité. J'ai grandi aux côtés de puritains révolutionnaires. J'ai été critiqué, aidé, poussé par des héros de la poésie lyrique et du balancier de la mort. Je veux dire que mon lyrisme est différent. Tout est dit. Mais permettez-moi d'ajouter encore autre chose. Nager dans les marais de la mièvrerie, c'est pour moi comme un Acapulco de mercure, un Acapulco de sang de poisson, un Disneyland sous-marin, où je suis en paix avec moi-même. Donc voilà, cette revendication précisément d'une subversion du lyrisme, et il la réaffirme et la redit à l'occasion d'entretiens, mais celui justement avec Christian Warken qui a été filmé et que l'on peut c'est un entretien voir de assez 99 facilement, qui est accessible. Au Salon du Livre à Santiago, où précisément il dit qu'il n'est pas lyrique dans sa poésie. Et donc qu'il est profondément prosaïque. Je dois ajouter que je ne suis pas du tout un poète lyrique, je suis totalement prosaïque et attaché au quotidien. Voilà. Mon poète favori est Nicanor Parra. Et Parra ne parle ni de crépuscule, ni de silhouettes de dames qui se découpent sur l'horizon, mais de nourriture et de cercueil, et de cercueil. Encore. Ouais. On en revient encore à ce dont on parlait au début de l'émission avec Neruda. Sur cette question, alors évidemment, on va évidemment pas développer la place de la question de la poésie chez Bolaño en 2 minutes qu'il nous reste. Ça va sans dire. Florence Olivier, vous revenez effectivement sur les débuts de Bolaño dans votre essai qui a commencé par la poésie, qui entre en littérature par la poésie, lorsqu'il est au Mexique notamment, qui est une aventure qu'on va retrouver d'ailleurs dans Les Détectives Sauvages. Donc il y a cette question de la reconnaissance comme poète aussi, il y revient même avec une certaine ironie, mais quand même il y revient régulièrement à ce manque critique face à sa production poétique, d'une part, et ensuite il y a effectivement la façon dont les personnages de poètes s'avancent et travaillent toute sa fiction, et puis ensuite la façon dont effectivement la poésie pourrait continuer à se tapir sous le roman, ou en tout cas comment le roman continuerait à travailler l'avenir de la poésie chez Bolaño, mais tout ça c'est une autre histoire. La question que je me posais par rapport à l'utilisation, le recours au personnage du poète, qui pourrait peut-être nous ramener encore à Parra, c'est sur la figure du poète, justement, on en parlait tout à l'heure à propos de Parra, qui serait forcément, le poète serait forcément le perdant, ou du côté du perdant. Ah oui, c'est ce que dit Olvido García Valdés dans un article qui a été publié dans la revue Europe, consacré à l'été Bolaño. 2018, un formidable numéro de la revue Europe. Voilà, et donc oui, d'une certaine manière, la figure du perdant, la figure de celui qui disparaît aussi, du disparu, et ça fait résonance, bien sûr, et écho à d'autres types de disparitions. Mais celui dont la trace peut se perdre. De toute manière, la vision extrêmement pessimiste de ce qu'est la prolongation dans l'œuvre d'une voix, même d'une voix, d'une présence, d'un dire, d'un art de l'écrivain et du poète, bien sûr. Ce pessimisme marque cette position très très ferme en réalité, marque la pensée de sur la littérature à propos de la littérature de Bolaño. On se bat au-dessus du vide pour faire tenir et exister et vivre de la littérature, qu'elle soit poésie ou roman habité par la poésie. Et un jour, peut-être des siècles après, peut-être des millénaires après, tout disparaît. Il ne reste que des fragments. C'est un miracle, pas d'immortalité. Donc le perdant, ça n'est pas simplement le perdant socialement, c'est le perdant vis-à-vis du temps. C'est-à-dire tout écrivain est un perdant par avance. Tout écrivain est engagé dans un combat perdu d'avance. Bolaño l'écrit dans divers textes. Bien sûr, dans littérature, plus maladie égale maladie. L'un de ses derniers textes, écrit de son vivant, voilà.
Ce qui vous fait écrire, vous d'ailleurs, dans votre essai, tout un chapitre intitulé « Roman plus poésie égale poésie ». Oui. Philippe Lançon, Felipe Etouper et Florence Olivier, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous. Merci. Merci. Évidemment, on a évoqué un para limité à poèmes et antipoèmes. Oui. Qui n'est pas rien, mais il reste toute l'autre partie qu'on n'a pas évoquée, qui est là, déjà les poètes visuels ou les artefacts. Les artefacts, où il dit, par exemple, c'est l'artefact qui est tout à fait en liaison avec Bolaño, première condition de tout chef-d'œuvre, c'est de passer inaperçu. Oui. Je crois que c'est un des plus grands provocateurs de notre littérature hispano-américaine. Parra. Comme l'était autrement aussi Borges. Borges, quand il a fait référence à Parra, on lui a demandé qui est Parra, et qu'est-ce qu'il considérait la poésie de Parra, et lui, sa réponse était nette. Je ne peux pas concevoir qu'il ait un poète qui s'appelle comme ça, Nicanor Parra. Oui, c'est en fait de toute façon, Florence disait que c'est les deux entre guillemets phares de Bolaño, Parra et Borges. Comme par hasard, ce sont deux décapants de tout le vieux lyrisme de langue espagnole, qui a la vie dure, hein, faut bien dire. Et donc, chacun à sa façon l'ont décapé. D'ailleurs, avec tous les deux étant finalement des écrivains concis. Oui. C'est aussi quelque chose qu'il faut marquer. Et alors tous les deux aussi établissent aussi bien Parra que Bolaño. Ce qui est intéressant dans le poème que vous lisiez, c'est on voit bien aussi le lyrisme, comment le lyrisme sentimental déborde et rejoint le lyrisme révolutionnaire, les deux étant pataugeant dans la guimauve, quoi. Et Bolaño fait très bien le lien entre ces deux types de lyrisme épouvantable, il faut bien dire. Donc là où ils sont passés quand même, cette herbe-là, non, en fait, elle continue à repousser toujours. Mais un peu de chien-dent par ici. Mais le chien-dent fait du bien. Pour combattre cette belle herbe verte des prairies où paissent les poètes lyriques. Oui. Pastan los poetas líricos. Voilà. La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Cette semaine à la technique, Stéphane Desmond et comme chaque semaine, Thierry Beauchamp à la préparation et François Connac à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Philippe Lançon, Felipe Etouper et Florence Olivier sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.